Sortie du port et première désillusion. Elle est jolie l'arrivée sur Alger, vue du bateau. Une fois sur la terre ferme, mais encore dans les emprises du port, il s'agit avant tout de récupérer notre voiture et d'obtenir les papiers nécessaires à sa sortie du port. Ah, les voilà nos voitures. Elles sont sorties de la cale du bateau dans de grands bruits d'accélération du moteur par des employés hilares que cela semble ravir de les malmener. Tandis que près de nous, un coopérant toulousain célibataire pleure le joli pull rouge que sa grand-mère lui avait amoureusement tricoté pour son départ, mais qu'il a laissé poser sur le siège du passager au moment de l'embarquement. Rémi et moi faisons un rapide inventaire. Nous avons de la chance. Notre chargement, dûment chaîné, il est vrai, semble intact. Grosse galère par contre pour effectuer les papiers de douane. Très longue queue et très longue attente devant la guérite où doit venir la personne qui doit les signer. Quand l'homme arrive enfin, la révolte menace. Maintenant il est là, mais ça n'avance à rien et la foule gronde. Quand l'homme dans la guérite se sent trop stressé, il adopte une stratégie aussi inattendue qu'incompréhensible. Il rassemble brutalement ses papiers et s'élance dehors au pas de course vers la guérite suivante. Ça crée une pagaille pas possible. Le premier moment de stupéfaction passé, tout le monde se précipite à sa suite et la queue se reforme devant la nouvelle guérite dans un ordre différent, selon qui a couru le plus vite. Lorsque cette manœuvre farfelue et frustrante pour ceux qui perdent des places se répète, Rémi et moi décidons que la plaisanterie a assez duré et nous ne cherchons plus à garder notre rang. C'est ainsi que nous quittons le port, bon dernier, quelques heures plus tard. Nous avons l'adresse d'un collège auquel nous rendre pour déjeuner, mais pas de plan de ville, ni aucune idée de la direction à prendre. Nous arrêtons plusieurs fois la voiture et montrons l'adresse pour demander notre chemin. Ils sont gentils et serviables, les Algériens, et quand vous leur demandez un renseignement, ils trouveraient terriblement impoli de ne pas vous en donner un. Alors, quand ils ne savent pas, ils improvisent. C'est ainsi que nous sommes envoyés plusieurs fois dans des directions opposées et que, lorsque nous arrivons enfin au point de rendez-vous, il n'y a plus grand-chose à manger. Habitués à nos traditionnels charentais, nous faisons néanmoins connaissance avec les melons blancs, en fait jaunes à police. C'est là qu'on nous explique que les logements, dont on devait nous remettre les clés, ne sont pas tout à fait finis d'être construits. La nuit qui vient, nous explique-t-on, nous allons être hébergés dans les dortoirs de l'établissement scolaire où nous nous trouvons, un dortoir pour les femmes, un autre pour les hommes. Une huée de protestations s'élève parmi les couples. On nous dit aussi que, le temps que nos appartements soient terminés, la ville d'Alger met à notre disposition 2 hôtels, l'un pour les gens enseignant dans le secondaire, l'autre pour ceux enseignant dans le supérieur. Les adresses nous seront données le lendemain. Tiens, au fait, il n'avait pas tort, le colonel Florent. Les clés en main à l'arrivée, c'était bien du pipeau. Et, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on nous dit que chaque coopérant ne recevra sa solde qu'en fin de mois, et que pour commencer, seule une petite avance sera concédée. On nous précise aussi que pour les conjoints accompagnants, rien de prévu, mais ça, après une semaine à Aix, où chaque jour le colonel Florent a essayé de nous dissuader d'accompagner nos maris, nous l'avions déjà compris. Nous avons bien apporté un peu d'argent en prévision du début, mais nous ne sommes pas riches. Il va falloir faire attention.
En attendant, on se débrouille pour traîner ici ou là les matelas, et malgré la réprobation de nos hôtes, chacun dort avec qui il a envie de dormir.